Sur le parc naturel régional des Alpilles, on est rentré dans la démarche des savoirs écologiques paysans en essayant de retrouver à l'intérieur les savoirs qui concernaient surtout l'utilisation de l'eau sur ce territoire qui est quand même un territoire méditerranéen dans lequel l'eau n'est pas fortement évidente. Donc on voulait retrouver sur ce territoire quels étaient les usages de l'eau en agriculture et ce qui en faisait la spécificité, quelque chose qu'on avait un petit peu approché quand même de manière générale et empirique sur une certaine culture de l'eau dans le territoire. Et on voulait identifier cette culture de l'eau, ou pas d'ailleurs, on ne savait pas exactement sur quoi on allait tomber, identifier cette culture de l'eau sur le territoire à travers les pratiques agricoles. Voilà. Donc le sujet des savoirs écologiques paysans était l'opportunité d'étudier justement l'utilisation de l'eau dans l'agriculture et de voir de quelle manière les utilisateurs premiers de cette ressource utilisaient l'eau pour leurs pratiques agricoles. Voilà. Donc pourquoi savoir écologique paysan? Bien parce qu'en fait on est quand même fortement intéressé par on va dire la symbiose qui peut exister entre la nature et l'agriculture, et il se trouve que les savoirs écologiques paysans qui sont basés sur les savoirs d'agroécologie, d'agroforesterie, sont des choses dans lesquelles on va essayer de retrouver des pratiques agricoles qui vont avoir un lien bénéfique avec l'environnement dans lequel elles se pratiquent, et vice-versa, l'environnement dans lequel on pratique la culture agricole peut avoir un lien bénéfique pour la pratique agricole. Donc c'était ça qui nous intéressait d'étudier sur le territoire, et notamment à travers l'eau. Il y avait les droits d'eau aussi qui étaient définis de la même manière avec les tours d'eau. Exactement, rien n'a changé sur les droits d'eau. Comme les tours d'eau. Comme les vannes qui débitent, qui sortent l'eau, les vannes de comptage, les seuils de débordement du canal, tout ça a été pensé à l'origine et n'a pas été transformé. D'accord. Et le tour d'eau, c'est une chose qui existait déjà, c'est vieux comme il y en a au Maroc, il y en a dans tous les pays du monde, donc il suffit de le reproduire, de le formaliser, et on arrose tous à tour de rôle, avec des heures et un débit. D'accord. Voilà. C'est pas tes martelières? C'est pas chez moi, hein, mais bon. Ah. Voilà. Il a refait il n'y a pas longtemps. D'accord. Voilà. Ok. Des îlots. Ça balance dans les champs, et là du coup après Voilà, après ça se fait inonde par submersion, il inonde les champs. Voilà. Et après quand on a fini, ben, on enlève. Et l'eau va ou chez le voisin ou alors Au suivant, elle va au suivant. au suivant. Et s'il en a besoin, s'il n'en a pas besoin, ben, on la remet au canal. Et ça va. Et alors toi, en tant qu'utilisateur du canal, en tant qu'agriculteur, l'eau du canal, comment, enfin, ce canal-là, et toi, il t'apporte... Nous, c'est vital pour eux. Parce que si tout le monde faisait des fourrages, c'est vital l'eau du canal. Ouais. Premièrement, tout ce qui est en pré, qui est en gravitaire, ça alimente la nappe. Ouais. Et deuxièmement, s'il n'y avait pas le canal, il y aurait pas, le paysage ne serait pas comme ça. Tu n'aurais pas ton exploitation, tu pourrais pas forer pour avoir de l'eau parce qu'il n'y aurait pas d'eau en bas. Il n'y aurait pas de nappe, non, c'est vital. Tout simplement. Ils l'ont fait, les vieux l'ont fait, et vous savez pourquoi ils le faisaient. Et alors, parce qu'à l'époque, c'était encore plus vital que maintenant, parce qu'ils n'avaient pas les techniques qu'on a maintenant, d'économie et tout. Alors l'eau effectivement est fondamentale en matière d'agriculture, puisque typiquement sur le territoire des Alpilles, où on est sur un territoire méditerranéen, on est donc soumis aux caprices de la météo, avec des orages qui sont en général assez violents, des précipitations qui elles-mêmes sont violentes, un territoire qui est quand même pas mal pentu, avec beaucoup d'érosion, et puis un territoire qui est calcaire, avec un réservoir d'eau qui se fait dans le massif calcaire, puisque c'est un karst. Le problème de ce réservoir d'eau, c'est qu'on sait qu'il rentre de l'eau, on ne sait pas en quelle quantité, on ne sait pas pendant combien de temps, on ne sait pas où elle va ressortir. Parfois elle ressort dans les Gaudres, qui sont des ruisseaux temporaires qui sont dans les Alpilles. Elle ressort par les sources, qu'ont su capter les bergers de leur temps, ou même les Romains. Mais on se rend compte que niveau agricole, c'est pas suffisant. Voilà, l'eau des Alpilles, c'est pas suffisant, l'eau qui tombe du ciel. Donc du coup, l'homme a cherché à survivre, carrément, c'était de la survie en agriculture, et pour survivre, il lui fallait une ressource qui ne soit pas celle du ciel, et donc la ressource qui a été
privilégiée, ça a été celle de la Durance, à travers les ouvrages qu'avait déjà lancés Adam de Craponne au XVIe siècle. Alors sur la partie située au sud, qui est irriguée par le canal de la vallée des Baux, les paysages, eux, ont aussi fortement évolué, et notamment par le développement de l'agriculture irriguée. Alors il y a eu, sur les parties les plus proches du canal, on a le développement de cultures, notamment de type olivier, et dans les parties les plus basses, on a des zones qui ont été occupées notamment par des cultures annuelles, comme la céréaliculture, et de façon relativement importante, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, où le plan Marshall a facilité l'aménagement de terres qui étaient autrefois occupées par les marais en terres agricoles, pour répondre aux besoins d'autosuffisance de la population. Et donc ce développement de la partie donc aval, la partie qui est la plus profonde de la dépression des Baux, on a assisté à ce développement important de la céréaliculture jusqu'on va dire à la fin du XXe siècle. Fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Et à ce moment-là, il y a eu un renversement de situation, en fait, où en fonction de la politique agricole commune, mais aussi du fait que la plupart des terrains qui avaient été en tout cas les colonisés en dernier pour l'agriculture, étaient peu rentables pour faire de l'agriculture à haut rendement. Et donc ces terres ont été petit à petit, pour certaines d'entre elles, abandonnées. Et là on assiste à quelque chose de très intéressant en termes paysagers. C'est un processus qu'on appelle la renaturation, c'est-à-dire un retour de milieux, d'habitats, de végétation, d'écosystèmes, de paysages, qui sont des paysages entre guillemets plus naturels. Donc sur le parc naturel des Alpilles aussi, la démarche des savoirs écologiques paysans, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'un point de vue philosophie par rapport à ce que sont les parcs naturels régionaux et ce qu'ils véhiculent comme message. Un des slogans des parcs au niveau national, c'est « Une autre vie s'invente ici ». Et il est vrai que la démarche des savoirs écologiques paysans qui sont basés sur la recherche, par le biais de témoignages, parfois intergénérationnels, sur les pratiques agricoles, comment elles étaient faites, comment elles ont évolué dans le temps, etc., pour diffuser un message sur la pratique qui n'est pas le message qui est diffusé par les écoles ou par les chambres d'agriculture. C'est quelque chose qui fait partie de la philosophie des parcs et du travail que doivent assurer les parcs, justement, pour faire en sorte que, au niveau agricole, si des choses peuvent évoluer, qu'elles puissent évoluer avec ce type de témoignage. Donc ce n'est pas pour sortir des vérités sur l'agriculture ou changer ce qu'on apprend à l'école, c'est pas cette question-là, c'est d'avoir plutôt une autre vision, par un autre prisme de cette agriculture, de comment elle s'insère dans un territoire et en quoi elle participe à la vie globale du territoire et à son écologie. Et en termes de paillage, par exemple, ça fait combien de temps que vous faites du paillage ou des trucs comme ça? Moi, depuis tu as toujours fait 89, ouais. On utilise le paillage. D'accord. Donc, et c'est des paillages que tu récupères? Non. Non, parce que bon, il y a des risques de maladie, puis ouais. Dessous, il risque des fois il y a des champignons, de la pourriture, des champignons qui poussent. Ouais. Donc on ne réutilise pas. Et du coup, tu fais de la désinfection de terre, toi? Alors, il y en a à côté, justement. C'est la désinfection solaire? La solarisation. Solarisation. Voilà, la solarisation. Ah, c'est bon. Ouais. Voilà, donc on met le paillage au sol. Ouais. On peut l'enlever parce qu'on doit l'enlever. La pierre,
En fait, elle bout. Elle est brûlante, ça monte à 50-60 degrés. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, là, ça fait 4 semaines pleines. On attaque la 5e semaine. Donc du coup, ça te permet de tuer les champignons, entre guillemets, les bactéries. Champignons, mauvaises herbes, quelques bactéries. D'accord. Ça vaut pas un bromure qu'on avait à l'époque. Hein. Ouais, bien sûr, mais c'est moins moins agressif. Voilà, c'est moins agressif. Mais par contre, je pense qu'il ne faut pas le faire toutes les années non plus. Ouais, parce que tu tues la terre aussi. Je pense qu'après la terre, ça devient plus qu'un support, il n'y a plus rien dedans. Et du coup, moi, je le fais tous les 4 ans. Et du coup, là, avec ça, tu améliores la qualité de l'eau forcément, puisque tu mets pas des pesticides, des fongicides et compagnie. Voilà. On utilise beaucoup moins, donc on pollue moins l'eau, on pollue moins l'air. Et par contre, par rapport à la vie dans le sol, est-ce que toi, tu as une démarche vis-à-vis du sol lui-même? Est-ce que tu mets des composts? Est-ce que tu on mets de l'engrais, beaucoup d'engrais organiques. Ouais. Et on fait, quand je ne fais pas la solarisation l'été, Ouais. sur les serres que j'utilise pas, on fait un engrais vert, c'est-à-dire sorgho, moutarde blanche et radis noir, parce qu'on a des gros soucis de nématodes maintenant. Depuis qu'on n'a plus de gaz, on a des gros soucis de nématodes. Donc du coup, l'engrais vert te permet de... Voilà, l'engrais vert permet d'éviter les remontées de nématodes pendant les salades et surtout au printemps pour les cultures d'été, parce que alors là, c'est... D'accord. Là, les serres dégagent et c'est vraiment une perte à 100%. Globalement, la gestion de l'eau se modernise parce qu'il y a une tendance qui est bien compréhensible d'aller sur les économies d'eau. Pourquoi essayer de faire des économies d'eau? Parce que d'une manière générale, on est quand même soumis à un phénomène qu'on appelle le changement climatique, qu'on ne peut pas nier, il existe, il est présent, on l'a démontré, et que ce changement climatique, il aura des effets sur la ressource en eau. Ici, en Méditerranée, il n'est pas simple à qualifier sur la ressource en eau. On sait en tout cas qu'il va avoir des influences sur la couverture neigeuse, et que c'est cette couverture neigeuse qui fait la réserve d'eau dont on va pouvoir bénéficier et qui est stocké dans le barrage de Serponçon, qui lui-même est la réserve d'eau pour la Provence en matière d'agriculture. Donc, comme on sait qu'il y aura moins de couverture neigeuse, il y aura aussi moins d'eau a priori qui va pouvoir nous être desservie. Et donc à partir de ce moment-là, légitimement, il faut parler de ce qu'on peut appeler modernisation. La modernisation, elle est à différents niveaux. Elle est au niveau de la gestion de l'eau globale, c'est-à-dire les gestionnaires de l'eau, le barrage, les gestionnaires des canaux, etc., qui eux sont déjà dans des démarches d'économie d'eau, souvent par des choses qu'on appelle de la régulation, c'est-à-dire qu'on va de mieux en mieux connaître les volumes à prélever, de mieux en mieux connaître les volumes à distribuer, à quel moment il faut qu'ils circulent et à quel moment ils vont être pris. Et ça, on arrivera avec les gestionnaires à le faire, notamment au moyen de gestion optimisée de l'eau avec des automates, avec des vannes programmables, etc. et une gestion en temps réel de la ressource. Par contre, après derrière, il y a l'utilisateur aussi qui peut faire des économies. On peut parler du goutte à goutte, de la micro-aspersion, du goutte à goutte enterré, des tuyaux poreux, beaucoup de systèmes qui existent en irrigation, qui permettent de faire des économies d'eau importantes, mais qui par contre sur un territoire qui a l'habitude d'utiliser de l'irrigation gravitaire, va forcément générer une conséquence importante, c'est qu'il y aura moins d'eau qui va se ruisseler dans le sol et qui va venir alimenter les nappes. Donc, il va falloir faire un choix entre une irrigation gravitaire coûteuse en eau, mais qui a d'autres avantages que seulement d'alimenter l'agriculture, ou une irrigation plus moderne, qui est déjà utilisée et mise en œuvre par des agricultures, mais dont on sait qu'elle n'apportera pas d'eau forcément aux nappes.